Chers amis, bonjour, bienvenue, heureux de vous retrouver dans les studios de TV Liberté pour cette nouvelle édition du Plus d'éléments, pour présenter notre nouveau numéro de la revue pour la civilisation européenne. J'ai le plaisir d'avoir autour de moi François Bousquet, notre bonjour, rédacteur en chef, bonsoir. Nicolas Gauthier, excusez-moi, j'avais un autre Jean en tête. Nicolas Gauthier, vous êtes un habitué de ces studios, notamment au Bistrot Liberté. Vous êtes rédacteur à Éléments et rédacteur aussi, surtout, et peut-être de plus en plus, principalement au Boulevard Voltaire. Bonjour. Patrick, excusez-moi, bonjour cher Nicolas. Patrick Luzinki, directeur artistique de la revue Éléments et aussi très actif sur les réseaux sociaux. On peut vous retrouver. J'encourage quand même nos auditeurs. Ben si, parce que vous avez des petites punchlines que je trouve tout à fait intéressantes. C'est pas faux. Voilà. Alors, de quoi allons-nous parler? D'abord du numéro avec un entretien. Dans ce dernier numéro, cher François, je vais me tourner vers vous. Un entretien assez exceptionnel, on peut le dire, entre deux personnalités que nous aimons, que nous apprécions, Alain de Benoît et Patrick Buisson. Ouais. Alors, il me semble que l'intérêt de Patrick Buisson, qui vient de sortir un livre, rappelez-moi le titre. La fin d'un monde. Hein. La fin d'un monde, voilà, qui est une étude à la fois sociologique, historique, littéraire, puisque Patrick Buisson a cette qualité d'avoir aussi une grande culture littéraire, et même de chansonnière, si je puis dire, puisque c'est un amateur de Georges Brassens et d'autres auteurs-compositeurs. De quoi parle cet entretien? C'est intéressant de confronter d'ailleurs deux traditions, puisque d'un côté on a quelqu'un qui vient de la tradition maurassienne, et puis de l'autre Alain de Benoît, qui est assez éloigné de cette tradition-là. Mais il y a sans doute des convergences. Et l'un qui est plus un philosophe et l'autre plus littéraire, vous l'avez dit. C'est à l'occasion de la sortie de La fin d'un monde. La fin d'un monde, c'est un opus majeur qui paraîtra en 2 volumes. Pour le moment, il n'y a que le premier volume qui vient de sortir, chez Albin Michel, et qui est consacré à ces années 1950, 1960, 1970, où il y a un changement de paradigme social. Entre autres, la figure du père est abattue, est remplacée par le fils, l'homme par la femme, l'ancien par le jeune. Donc Buisson se consacre sur ces 15 années, les 15 qu'il appelle les 15 piteuses, et ça a été l'occasion pour nous de faire un entretien, puisque le bouquin porte très largement sur la dimension religieuse des sociétés, comment les sociétés se structurent religieusement, en quoi la religion est la matrice du social. Et on a voulu confronter le païen aux catholiques, pas même aux chrétiens, plutôt aux catholiques. Et un catholique qui fait une défense paradoxale du paganisme et qui montre comment le christianisme va incorporer en Europe quantité d'éléments païens qui vont être balayés en 1962 avec le Concile Vatican II. Vatican II va se débarrasser de cette foi populaire, de cette foi vernaculaire, les processions religieuses, les pèlerinages mariaux, enfin toute la religion du petit peuple. Et cette religion du petit peuple est nourrie de paganisme. Donc on a voulu confronter le païen au chrétien et on se rend compte qu'il y a beaucoup moins de points d'opposition que de points d'accord. Il y a quantité de points d'accord entre l'un et l'autre. Et c'est un entretien fleuve, j'espère qu'il fera date. C'est un ensemble de 6 pages consacré à ce livre. Et j'insiste sur cette dimension, c'est le Buisson, en fait, on peut dire, le livre de Buisson, c'est un livre de nostalgie, la fin d'un monde. Mais pas tout à fait. Si on lit entre les lignes, on se rend compte que Buisson nous explique que ce qui fait société nous fait défaut aujourd'hui. On ne fonde pas une société sur la laïcité. On ne fonde pas une société sur la neutralité religieuse. On ne fonde pas une société sur l'individualisme. On la fonde sur un patrimoine commun. Et sur une métaphysique, sur une métaphysique, sur un légendaire commun, sur un sacré partagé. Et comment refonder la société, comment refonder la communauté nationale. C'est tout l'enjeu du bouquin de Buisson et du débat avec Alain de Benoît. Voilà, écoutez, moi je vous encourage à avoir cet entretien, deux beaux esprits, d'ailleurs qui ne sont pas toujours d'accord, vous l'avez pas relevé, mais enfin il y a quelques points de divergence, je pense que c'est important de le noter. Je pense qu'ils sont marginaux. De Benoît a écrit un livre avec un autre chrétien, grand catho. Le livre de Thomas Molnar. Avec le livre de Thomas Molnar que nous allons rééditer à la Nouvelle Librairie, qui s'appelle L'éclipse du sacré. Molnar était un auteur hongrois, catholique, anticommuniste, qui écrivait en France dans la revue Mondévie et qui était professeur aux États-Unis et qui est mort il y a 10 ou 15 ans. Et de Benoît est plus focalisé sur la notion de sacré. Et il oppose le sacré et la sainteté. Mais Buisson lui répond, me semble-t-il, assez justement. Et je le redis, il y a quand même une communauté de pensée, moi qui me réjouis, puisque je connais aussi bien l'un que l'autre. Je travaille aussi bien avec l'un que l'autre, plus avec Éléments, naturellement. Et je crois que les points, ces deux grands esprits, dans une vie, on rencontre peu de types superbement intelligents. Moi, j'ai l'habitude de dire que j'ai rencontré une dizaine dans ma vie. Des types vraiment bluffants. Il y avait Dimitrievitch à l'âge d'homme, il y a de Benoît et Buisson. Donc je trouve que le débat au sommet entre les deux est J'encourage nos auditeurs, nos spectateurs, nos téléspectateurs
spectateurs à aller lire cet entretien, lire avec attention et surtout aussi lire les ouvrages d'Alain de Benoît et le dernier ouvrage, La fin d'un monde, de Patrick Buisson. Je me tourne maintenant vers Nicolas Gauthier, je ne me trompe pas, cher Nicolas, puisque vous nous allez parler. Je prends un ton de voix peut-être un peu feutré, un peu mystérieux, parce que nous allons, pourquoi non, parce que nous allons parler, je vais sortir mon silencieux, Nicolas, si vous continuez. Nous allons parler d'espionnage et de littérature d'espionnage. Vous avez consacré un papier, à la fois d'ailleurs où vous évoquez cette chère figure d'OSS 117, et aussi à la singularité du roman d'espionnage en France dans les années 50-60, où alors que la littérature officielle était dominée plutôt par la gauche, vous le dites d'ailleurs, par la gauche germanopratine, il y avait de cruels écrivains de droite qui se maintenaient et qui maintenaient la littérature de droite, entre guillemets. Il y avait aussi les hussards. Mais dans le roman d'espionnage, le roman de genre d'ailleurs un peu méprisé, il y avait cette littérature et ces gens qui étaient plutôt des droitards, on peut le dire ou... On peut le dire, oui, parce qu'effectivement, la littérature d'espionnage, en gros, des années 50 jusqu'à la fin des années 90, oui, est fondée sur l'anticommunisme. Donc, assez logiquement, on y trouve plutôt des gens de droite. Une exception, c'est J.J. Arnaud, qui avait son héros publié au Fleuve Noir, s'appelait Le Commander, qui était un espion américain de gauche, progressiste, mais qui travaillait pour une officine démocrate au Sénat et qui voyait des complots fascistes partout. Donc, je conseille ça, la lecture du Commander, si on les trouve encore dans les brocantes. C'est un excellent écrivain, Georges Arnaud. Oui, tout à fait. Mais pour la jeunesse de droite radicale, effectivement, c'est un ouvrage de chevet parce qu'on y apprend que les fascistes et les nazis sont au port du pouvoir, donc ça va. Donc ça fait fantasmer un petit peu, évidemment. Un nouveau sous le soleil, d'ailleurs. Et en revanche, ce qui est intéressant, effectivement, parce qu'il y a plus qu'un papier, il y a un grand dossier. On peut d'ailleurs citer les gens qui y participent. On a un article de Soledad Despot, Métaphysique du roman de l'espionnage, remarquable. Carré, où il rentre dans le fond d'un très grand romancier d'espionnage. Voilà, qui est devenu, je fais une petite parenthèse, où on associe John le Carré à la période soviétique, hanté, chute du mur de Berlin. Et or, le plus grand John le Carré, en fait, quasiment, c'est celui de la guerre du Golfe, c'est celui après la chute du mur de Berlin. Et qui analyse aussi les ressorts de la mondialisation. La manière dont l'Amérique... Ça, c'est une chose qui est très intéressante, effectivement, que j'ai apprise avec Gérard de Villiers, que j'ai eu le grand... Oui, alors vous avez eu, vous l'avez eu plusieurs... Voilà, vous aviez Alain de Benoît et Patrick Buisson, moi j'avais Gérard de Villiers, mais grande intelligence aussi. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à la chute du mur de Berlin, il y a c'est Fukuyama, je ne me trompe pas, les séismes américains qui prophétisent la fin de l'histoire, la parousie états-unienne où on n'aura que des petits terriens libéraux et sociodémocrates. Vaccinés. Et Gérard de Villiers m'explique à l'époque, dans Minute, parce que j'ai interviewé pour Minute, pour Flash, pour voir Voltaire, et qui dit pas du tout, non, l'histoire va continuer, et il m'expliquait que le prochain péril sera effectivement le terrorisme islamiste, parce qu'il m'explique très bien comment les Américains, à la faveur de la guerre de l'Afghanistan, avaient redonné corps à un concept théologique militaire qui était tombé en déshérence, qui était le petit djihad, le djihad militaire, comme toujours théorisé par des cerveaux égyptiens, financés par des pétrodollars saoudiens et les Maghrébins pour faire la piétaille. Et dit, ces gens-là ont connu à peu près plus de 10 ans de guerre civile, ils ne vont pas s'arrêter. Et dans le même temps, il avait prophétisé le réveil de la Russie. Il faut lire les SS qui se passent dans les années Helsinki, où effectivement la Russie est transformée en champ de ruines. Et il me disait, non, mais la Russie est très forte. Un jour, un homme se dressera. Et ça a été Vladimir Poutine. Il ne faut pas oublier que le plus grand ami de Gérard de Villiers, qui avait assez peu d'amis, c'est un misanthrope, était un grand colonel à la retraite du KGB. Et dans la foulée, il dit attention, il y a une puissance, autant la Russie va se réveiller, mais il y a un pays qui est déjà réveillé et qui ira du plus en plus, sera la Chine. Donc en gros, ce qui se passe aujourd'hui, ça avait été prophétisé il y a de ça. Ce qui est intéressant dans le roman d'espionnage, vous le dites, c'est justement que ces questions, y compris d'ailleurs des questions métaphysiques, puisqu'il parle d'espionnage, parle de trahison, de meurtre, de péché, etc. C'est crimes et châtiments en permanence, en quelque sorte. Donc c'est des sujets qui ont été un petit peu chassés du roman officiel, qui tourne un peu autour d'un nombril à Saint-Germain-des-Prés. Oui, parce qu'on pensait que... Et parce que dans le roman noir ou dans le roman d'espionnage, puisque c'est le sujet, on a cette... Ça ramène du tragique. Ça ramène du tragique, exactement. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter
C'est surtout une période où en France la géopolitique n'existait pas. Faut pas oublier que c'était un truc de nazi, la géopolitique. Et le seul qui faisait de la géopolitique à l'époque, c'était Gérard de Villiers dans ses livres. Oui. C'est-à-dire que c'était la possibilité d'être dans un pays où il nous expliquait exactement l'histoire, la culture, la géographie d'un pays et pourquoi ils étaient en tension avec tel et tel autre. Mais c'est un genre, effectivement, et le dossier le montre bien, l'espionnage. La gauche s'en est jamais emparée parce qu'effectivement, il y avait cette histoire d'Union soviétique contre les Américains. Donc il n'y a pas de grands auteurs de gauche, comme dans le polar, il y avait des auteurs de gauche ou de droite. Donc c'est un genre qui est un peu méprisé. L'image de l'espion, c'est souvent James Bond et Ian Fleming, c'est pas le meilleur des auteurs. Vaut mieux lire effectivement Le Carré, c'est magnifique. Le Carré, François a raison, c'est quand même des livres qu'il faut relire. C'est extraordinaire, extraordinaire. On peut citer aussi Vladimir Volkov, qui a fait quand même des romans magnifiques. Et c'est vrai que c'est un genre qui est à redécouvrir. Et aujourd'hui, c'est en train de... On voit, ça marche par la série. On voit qu'il y a des séries qui commencent à marcher. À sa question. Moi, je pense à Robert Little, évidemment. Il y a Robert Little. Il y a une série excellente qui s'appelle Les Américains, qui ce sont ces fameux espions soviétiques qui étaient ancrés dans la société américaine. Que j'ai vu et je conseille à tous nos éditeurs. Donc, il faut relire. Et c'est vrai que Gérard de Villiers a été l'un des seuls, vraiment, en France, à avoir... Un de ses plus grands lecteurs, c'est Camus Hubert-Védrine. Et la CIA. Et la CIA, qui sait traduire tous les SS en anglais. Parce qu'aujourd'hui, d'avoir Hubert-Védrine comme lecteur, c'est pas forcément une bonne chose. Non, là, ça peut être très dangereux. Ça devient sulfureux. Ça peut être très dangereux, et puis nous, on ne peut plus diriger le... Mais Roland Dumas, photographe les Souffres, était que j'ai interviewé à plusieurs reprises, était un grand lecteur de SS. Et Alain de Benoît est un grand lecteur de SAS, on peut le dire aussi. Les gens du Quai d'Orsay, c'est bien, et puis c'était fabuleux. Ça leur fait faire des économies d'analystes, ils avaient juste acheté le livre au kiosque en bas de la rue. En plus, il y avait de jolies femmes parfois sur la couverture. Oui, c'était assez cisgenre. Alors je vois le temps qui défile, cher François. Je vais me tourner vers vous parce que je crois que vous voulez nous présenter quelqu'un et un article. Alors moi, oui, en l'occurrence, on va intervertir nos rôles, puisque vous avez Est-ce que vous voulez prendre ma chaise ou non? Il y a des problèmes de micro et puis de caméra et d'angle. Oui. Vous avez consacré, alors tout le monde se rappelle de Dupont-Lajoie, vous avez consacré un papier, vous, à Mohamed Lajoie. Pourquoi sur l'islam, superbement sous-titré, sur l'islam d'atmosphère, où en fait vous répondez un peu à Alain de Benoît et à Patrick Buisson, puisque vous vous rappelez, il y a eu une polémique lorsque Patrick Buisson a lancé La fin d'un monde sur la question du sacré. Est-ce qu'il y a encore du sacré chez les musulmans alors qu'il n'y en a plus chez nous? Et vous essayez de montrer que non, s'il y a un sacré, c'est qu'il a totalement muté. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce Mohamed Lajoie et sur ce sacré qui a muté? Alors c'est vrai que l'origine de cet article, vous savez que moi je suis un grand lecteur de Georges Simenon et je trouve qu'il y a une qualité chez Georges Simenon, c'est l'homme qui comment dirais-je, nous dessille les yeux, qui nous rend sceptiques sur tout. Il voit toujours le petit détail qui tue, qui montre qu'en fait les choses sont beaucoup plus déprimantes que les discours le disent. Il a cette formule merveilleuse, Georges Simenon, parlant de la colonisation. La colonisation, vous savez, c'est pas l'épopée, c'est la sous-préfecture plus le paludisme. Voilà. Et j'ai essayé de voir ça sur l'islam parce que j'entends des discours chez certains de nos amis à gauche où ils pensent que le musulman moyen serait un futur révolutionnaire, on essaierait de mêler Mahomet, Che Guevara et Caroline de Haas, qui me semble quand même assez compliqué. Et à droite, et à droite, parfois que je considère comme une illusion de penser que l'islam serait, alors ça on le voit chez certains guénoniens ou sous-guénoniens, serait un lieu où subsisteraient des vertus traditionnelles contre le monde moderne. Et moi, il se trouve que j'ai habité longtemps à Barbès, que j'habite pas loin d'un quartier où il y a une forte population musulmane, et ce que j'ai pu constater, c'est qu'on est très très loin de ces fantasmes. L'islam aujourd'hui, et d'ailleurs il a muté, on pourra revenir, parce que ce n'est pas la même chose ce qu'il y avait dans les années 80. Regardez la photo de la marche des beurs, aucune femme voilée, un pro-palestinisme assez débonnaire et plutôt gauchisant, sympathique, sympathique, on peut le dire, mais c'était pas du tout le cas maintenant. Maintenant, on a des salafos McDonaldisés, si je puis dire. C'est le mélange, on a sous-titré cet article, d'ailleurs, c'est la rencontre du pire de l'Orient et du pire de l'Occident. Et c'est ce qu'il suffit de constater en écoutant, en regardant les gens dans la rue. Je fais une longue énumération de faits, de phénomènes que j'ai pu observer dans la rue, notamment cette femme voilée,
presque en voile intégrale au moment d'Halloween, traînant ses 4 bambins obèses avec une citrouille parce que c'était Halloween. Plus le tchador. Plus le tchador, exactement. Donc c'est l'américanisation de l'islamisation, ou l'islamisation de notre américanisation. Donc c'est l'horreur. Et c'est une horreur sans héroïsme, c'est pas une horreur. Alors il y a en effet des attentats avec des jeunes qui se suicident en se faisant exploser et souvent en mitraillant des enfants, ce qui est quand même en termes d'héroïsme assez peu sympathique quand même. Mais moi je pense ce qui qualifie le plus certains musulmans en France, c'est leur profonde médiocrité spirituelle, intellectuelle et morale. Il y a une misère dont il faudrait parler, une misère du musulman, je prends le musulman comme figure évidemment. Mais de ce que est devenu le religieux. Ce qui est devenu le religieux, mais une misère morale, sexuelle et intellectuelle. Cher Olivier, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui en France, l'islam est devenu un marché comme les autres. Évidemment, c'est le quick halal, c'est les rayons halal dans les supermarchés. Pour revenir sur l'américanisation, c'est pas pour rien que l'islam s'entend très bien avec les Américains et le protestantisme. Il y a un puritanisme aussi. Il y a une religion qui est assez basique, qui est une religion dans les deux cas qui s'arrange très bien avec le business. Alors, pas d'alcool, on boit pas d'alcool, etc., comme chez les protestants, hein, c'est un peu ça. Oui. Mais par contre, on est là pour faire du business, des affaires. Effectivement, on porte des Nike, on va au McDo, parce que le McDo, c'est formidable. Et les McDo, vous savez, en Arabie Saoudite, sont séparés hommes-femmes, etc. McDo a très bien compris, etc. Mais ils mangent la même merde. Ils mangent la même merde. Autre chose que j'aimerais, excusez-moi Patrick, autre chose que j'aimerais soulever aussi, c'est la mutation. Il se trouve que quand j'habitais au fin des années 90, début des années 2000 à Barbès, j'ai quelques bons souvenirs de ce quartier, qui était déjà un quartier assez arabisé, mais où il y avait par exemple, je le cite dans mes articles, des cafés, le Petit Saint-Denis, d'ailleurs en face du Petit Saint-Denis, il y avait l'Ethnic Bar, où il n'y avait que des bobos blancs, et au Petit Saint-Denis, il y avait des Arabes, des Français, mais c'était des Arabes du coin, des vieux Chibani, etc., et qui au moment du Ramadan offraient le couscous avec une bière gratuite. Ou non, c'était la bière, on payait sa bière, on avait le couscous gratuit. Tout ça a disparu, sous l'effet notamment d'Internet, puisque se trouve un ami d'origine algérienne qui me disait qu'Internet, dans les familles, avait une influence et a détruit un certain islam, on va dire idiosyncrasique, traditionnel, où se mêlaient des traditions pré-islamiques, une certaine assimilation française. Et on est passé de cette réalité à une réalité effroyable qui est le salafisme plus l'américanisation. On est passé de l'islam de proximité à l'islam des multinationales. Et à l'islam mondialisé, et qui est malheureusement aussi de proximité, parce qu'il est quand même là, à nos portes, dans le métro, de voisinage. Voilà. Tout fout le camp, mon cher. Tout fout le camp, exactement, c'est ce qu'il faut dire. Même les musulmans. Mais ce n'est pas ça. Enfin, je veux dire, c'est que j'ai connu un islam qui n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Et il faut le prendre, un islam plutôt populaire. Mais ce qu'il faut prendre. Tout à l'heure du catholicisme populaire d'avant Vatican II, il y a eu aussi. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas gênant d'ailleurs. Il y a eu un islam populaire d'avant le salafisme. Voilà, simplement, il n'avait pas sa place ici. Mais de fait, il y avait en Afrique du Nord un islam vernaculaire où il y avait le culte des saints, le culte des morts, qui ressemblait étonnamment à des processions dans les provinces françaises, européennes. Mais il était marial aussi. Mais il était là-bas. Voilà. Il était là-bas. Est-ce que Olivier, vous m'autorisez? Cette émission, c'est le plus d'éléments. Oui. C'est pas le plus de livre arbitre, mais je voudrais. Mais c'est deux amis. Je voudrais présenter le dernier numéro de Livre arbitre, avec un énorme dossier sur la littérature régionale et la nature normande, entre autres. Et vous recommandez le numéro précédent sur Céline, de Livre arbitre, qui était vraiment fabuleux, dirigé par Émeric Sian-Granger. Donc c'est une revue amie. Beaucoup de collaborateurs d'Éléments y travaillent. C'est vraiment une très très bonne revue littéraire. Oui, merci. Vive Libre Arbitre. Moi, je recommande aussi, en effet, ce numéro particulièrement et celui sur Céline. Nous avions reçu Émeric Sian-Granger, d'ailleurs, lors de notre dernière émission. Notons qu'Émeric Sian-Granger collabore aussi à Éléments et dirige une collection célinienne à la Nouvelle Librairie. Je vais me tourner une fois de plus vers Nicolas Gauthier. Que d'honneur. Que d'honneur, mais parce que vous êtes quelqu'un de très honorable, cher Nicolas, et d'admirable. Vous voulez m'emprunter du pognon, vous avez un service à me demander. Surtout, cher Nicolas, car vous venez de publier un recueil d'entretiens avec Alain de Benoît, je le montre à la caméra, Survivre à les désinformations, entretien avec Nicolas Gauthier. Ce sont les entretiens qu'Alain de Benoît vous donne régulièrement sur Boulevard Voltaire, où vous évoquez, c'est pour ça que ce livre, je le recommande, est très riche, vous évoquez tous les sujets, essentiellement des sujets politiques, mais pas seulement, des sujets sociologiques, sur la mutation de la société française, sur l'influence du cinéma américain même. Parlez-nous un peu de ce livre. D'abord, c'est le second livre d'entretien avec Alain de Benoît. Survivre à la pensée unique était le premier qui a monté à 5 ou 6 ans.
Et puis, on a décidé de continuer. Et non, ce qui est intéressant avec ces 2 livres, c'est que ça permet de connaître un autre Alain de Benoist. On connaît Alain de Benoist, l'essayiste, le philosophe, le théoricien, l'homme des papiers très, très amples, très denses dans Éléments. Et là, on a joué le contre-emploi, c'est-à-dire des papiers courts, ce qui pour Alain est parfois une souffrance de devoir se limiter à 5 ou 6 000 signes. J'ai un peu l'impression de lui arracher le cœur et le foie à chaque entretien. Et qui concernent principalement, uniquement l'actualité. Ce qui n'empêche pas après à l'interviewé de développer, de remettre l'actualité en perspective. On ne fait pas du France Info, c'est pas l'actualité pour l'actualité. Mais en partant d'un fait donné, même si ça peut être parfois des faits divers, effectivement de leur donner du sens, et ce qui permet d'aborder tous les sujets, et dont certains, là où on n'attendrait pas Alain de Benoist, effectivement sur le cinéma, alors que c'est un cinéphile, on n'a pas encore fait la musique, mais je pense que ça viendra, parce qu'on en a fait 2. Vous serez étonné, parce que Alain de Benoist a un champ, une passion musicale assez vaste. Lors d'un dîner, j'ai interprété L'école est finie de Sheila, c'était assez impressionnant. Oui, ça va du jazz à la musique militaire allemande, en passant par les chants Van der Vogel. Avec la chorégraphie des mains, en plus. Et Georges Brassens, évidemment. Alors, Charles Péguy, vous savez, disait qu'il n'y a rien de pire que la pensée habituée. Moi, ce qui m'a marqué en lisant, et en vous lisant avec Alain de Benoist, c'est qu'on est toujours un peu surpris parfois par certaines de ses positions. On va dire que Boulevard Voltaire est un média de droite, et parfois il prend un rebousse-poil certaines idées reçues de la droite. De droite, oui. Ou de gauche, d'ailleurs. Voilà. Ça, tout dépend de la signification qu'on donne à ces 2 termes. C'est assez pour simplifier un peu les choses. Mais le but, c'est effectivement, moi, j'essaie toujours de poser à Alain les questions auxquelles il ne va pas s'attendre. Et je suis ravi quand j'ai les réponses autres que celles que j'imaginais, quoi. Et donc là, on est plus dans l'exercice journalistique, mais il y a une règle d'or que j'ai apprise il y a de ça 35, voire plus, on va arrêter, ça me déprime, avec Jean Bourdier, c'est qu'il n'y a pas de mauvais sujets, il n'y a que de mauvais journalistes. Il n'y a pas de petits ou de grands sujets, tout dépend de la façon dont on les traite. Et un fait divers peut dire parfois beaucoup plus qu'un événement donné a priori pour étant majeur ou voire supérieur. Alors, une question d'ailleurs, j'espère que vous la considérez comme une bonne question. Survivre à la désinformation, c'est le titre. Comment peut-on survivre à la désinformation ? Est-ce que la désinformation est telle aujourd'hui qu'elle attaque presque notre vie de tous les jours, notre vie presque biologiquement, physiquement, nous sommes attaqués par la désinformation. J'exagère, évidemment. Je pense souvent que la meilleure arme, le meilleur rempart demeure le bon sens. On va dire que c'est peut-être un peu cliché d'en appeler un bon sens populaire que certains jugeront fantasmatique, mais moi je pense que non. Par expérience, je sais que dans mes cafés à la campagne, j'entends moins de conneries que sur TF1 ou sur BFM TV, quoi. Je pense qu'on quitte les grandes villes, qu'il y a encore, malgré tout, subsiste un certain bon sens. Et je pense que par rapport aux désinformations, par rapport aux dingueries sociétales, ça reste encore une arme puissante. Et après, il y a la puissance d'analyse d'Alain de Benoist. Oui, mais je pense qu'on peut survivre à tout. De toute façon, on survit à tout. Et est-ce que vous pensez qu'Alain de Benoist a évolué, depuis que vous le connaissez, à travers ses positions ? Par exemple, vous parlez de l'islam. Ça, c'est une question que j'aimerais vous poser, qu'on peut poser d'ailleurs à l'ensemble de nos amis ici présents. Par exemple, je me souviens d'Alain de Benoist dans les années 90, ayant une position sur l'islam, non pas islamophile, mais avec une certaine sympathie, ou en tout cas, au fond, il ne prenait pas à bras-le-corps la question de l'islam. Il n'en voyait pas forcément les effets. Le terme islamisation, par exemple, n'apparaissait jamais sous sa plume. Non, mais parce que ce phénomène n'existait pas. Oui, mais est-ce que vous pensez qu'il y a est-ce qu'Alain de Benoist, comme un Péguy, par exemple... c'est le cas de toute la société. Oui. C'est comme le dit Nicolas, c'est que c'est la... Moi, c'est ce qui me marque. Si je pose la question, Nicolas, c'est que... Par nature, une pensée ne peut être qu'évolutive, même si on reste ancré dans des fondamentaux, des principes, à partir du moment où les sociétés, les situations données changent, la pensée est obligée d'évoluer en même temps, parce qu'on ne peut pas réfléchir aujourd'hui sur la Russie de Poutine comme on réfléchissait sur celle de Brejnev. Mais je vais insister encore sur ma question, parce que j'ai des amis qui lisent régulièrement les entretiens qu'Alain de Benoist vous donne, et qui me disent « Ah, mais moi, dans Éléments, je lis un Alain de Benoist, je pensais que c'était un homme de gauche. » Je dis « Ah bon, ça m'étonne beaucoup. » Et quand ils vous lisent dans le Boulevard Voltaire, ils découvrent une pensée
qu'on va qualifier plus à droite. Moi, je pense le contraire, parce que je pense que Alain de Benoist reste le même que celui dans Éléments, et il est toujours inattendu. Et simplement, l'exercice est différent, quoi. Dans Éléments, il prend un sujet donné, il réfléchit, il théorise autour. Là, c'est beaucoup plus, bourrin. On lui pose une question, on essaie d'y répondre du mieux qu'il peut, quoi. Olivier, pour répondre là-dessus, je pense que c'est vrai que ce qui est intéressant, moi, on les lit à chaque fois sur Boulevard Voltaire, et l'avantage de les avoir par écrit, etc., on s'aperçoit à chaque fois, on dit, ce qui est toujours agaçant quand on lit Alain de Benoist, on dit, c'est d'une évidence ce qu'il dit, etc., mais personne d'autre le dit. C'est souvent ça. C'est quelque chose qui est incroyable aujourd'hui, c'est que tout le monde a une pensée très compliquée. Alain de Benoist, sur l'islam, moi je vais vous répondre, Alain de Benoist n'a jamais été fasciné par l'islam, et il considère que c'est une grande religion, mais il a toujours dit, dès les années 70, qu'il y avait un problème avec l'immigration. Et donc, ce sont deux sujets qui sont différents pour lui, il reste toujours là-dessus. L'islam est arrivé en France parce qu'il y a un problème d'immigration. C'est pas le contraire qui est arrivé. C'est pas l'islam n'est pas arrivé tout seul. Elle est arrivée parce qu'il y a eu une immigration. Il est toujours resté avec ce bon sens. Il l'a toujours expliqué. C'est pour ça que quand j'évoquais le bon sens populaire tout à l'heure, ça tombe pas péjoratif. Et ce qui est frappant chez Alain, c'est qu'il fait souvent preuve d'un bon sens. Nous sommes bien d'accord. Je renvoie nos téléspectateurs à Survivre à la désinformation, publié aux éditions de la Nouvelle Librairie. François Bousquet, vous en êtes un des auteurs, avec évidemment une excellente préface de Gabrielle Cluzel, qui est la directrice de Boulevard Voltaire, exactement. Et j'insiste vraiment nos auditeurs, nos téléspectateurs à lire ce livre, car ça pourrait être simplement des entretiens d'actualité, et François, comme Patrick l'ont dit, ça n'a pas pris une ride, on peut les lire 5 ans après, il y a toujours quelque chose à en tirer. Écoutez, je vous dis à bientôt, au mois prochain, puisque le mois prochain, ce sera notre ami Patrick Luzinski qui vous présentera cette année-là. Je vous retrouve donc dans 2 mois pour le prochain numéro d'Éléments. Au revoir, merci à vous. Merci à vous.